l'actualité, un été politique agité aux États-Unis, notamment après le retrait du président sortant Joe Biden. La vice-présidente et nouvelle candidate du camp démocrate Kamala Harris sillonnait hier la Pennsylvanie, un état clé pour la présidentielle de novembre, avant de rejoindre Chicago pour une convention d'investiture sous haute sécurité. Pour revenir sur les événements liés justement à cette actualité, comme chaque lundi désormais, nous avons le plaisir de retrouver pour cette rentrée Sébastien Lévy, notre correspondant à New York aux États-Unis. Bonjour Sébastien. Bonjour Ivana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, on peut parler, Sébastien, d'un été agité. Quels sont les derniers événements liés à cette campagne pour la présidentielle qui arrive quand même dans moins de 4 mois hein? Les derniers événements, en fait, c'est que ça fait un mois quasiment jour pour jour que Joe Biden s'est retiré. Et c'est vrai qu'il s'est passé en un mois quasiment ce qui se passe d'habitude dans une campagne en 4-5 mois. C'est-à-dire que vous avez eu quasiment une nouvelle plateforme, vous avez eu un nouveau commissaire, donc un commissaire qui a été choisi par Kamala Harris. Et vous avez complètement ce qu'on appelle un reset de la campagne, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel enthousiasme au sein des démocrates, notamment pour leur candidate. Je vais vous citer un seul chiffre. Vous aviez environ 30% des démocrates qui étaient contents du choix de Joe Biden avant son retrait. Aujourd'hui, c'est 80% des démocrates qui sont contents du choix de Kamala Harris. Et vous avez des sondages qui ont profondément changé depuis maintenant 2-3 semaines. Vous avez un resserrement très très fort et dans beaucoup d'enquêtes maintenant, Kamala Harris a pris la tête. Alors c'est extrêmement serré. On passe de très serré pour Donald Trump à très serré maintenant pour Kamala Harris. Mais il y a aujourd'hui un nouvel enthousiasme. Il y a une énergie très très forte du côté des démocrates et du côté républicain de grande angoisse. Vous avez des attaques qui partent un peu dans tous les sens contre Kamala Harris. Donc on sent que les républicains essayent encore de trouver un bon angle. Donc aujourd'hui, la dynamique est clairement du côté démocrate. Effectivement, après le retrait de Joe Biden, Kamala Harris, 59 ans, a fait renaître dans son camp, vous l'avez dit, l'espoir d'une victoire peut-être face à Donald Trump. Ce lundi va démarrer justement la fameuse convention démocrate. Alors de quoi s'agit-il? À quoi s'attendre exactement? Alors cette convention, pendant des années, pendant des décennies, les conventions étaient un moment en fait où les candidats, les partis choisissaient leurs candidats, que ce soit le parti républicain ou le parti démocrate. Depuis maintenant 40-50 ans, en fait, le choix est déjà fait et c'est plus un couronnement plutôt que vraiment un choix. Et donc vous allez avoir pendant 4 jours une série de personnalités démocrates ou des républicains indépendants d'ailleurs, qui vont, je dirais, faire l'éloge de Kamala Harris, qui vont parler de Tim Walz, son policier, pour montrer son parcours, pour montrer en quoi elle incarne l'Amérique dans son parcours, dans ce qu'elle a envie de faire. Et donc, vous allez avoir une espèce de grand show à l'américaine qui va monter en puissance jusqu'au discours de Kamala Harris jeudi, qui va vraiment être son premier grand discours depuis qu'elle a été, je dirais, intronisée candidate du Parti démocrate. Elle n'a pas donné à dessein d'interview à la presse américaine pour justement laisser, je dirais, la surprise et laisser le choc de son discours que tout le monde attend fortement donc jeudi à Chicago. Alors, d'ailleurs, vous m'avez dit en off que c'est juste après la convention républicaine que Joe Biden a décidé d'abandonner la course à la Maison-Blanche. Ça, c'est un élément très important. Oui, exactement. En fait, il y a un mois, vous aviez eu pas mal de pression. En fait, il y a un mois et demi, vous aviez eu le débat catastrophique, en fait, où Joe Biden avait vraiment eu une performance terrible par rapport à Donald Trump. Donc, des doutes à ce moment-là, s'étaient fait jour au sein du Parti démocrate. Et puis, juste à la fin de la convention républicaine, qui avait montré une énorme démonstration d'unité et de confiance de la part du Parti républicain, eh bien, c'est à ce moment-là que Joe Biden, juste après la convention républicaine, a décidé de jeter l'éponge en disant qu'il n'était pas, en fait, en mesure. Donc, ça faisait suite à des pressions, ça faisait suite également à une désertion de ses donateurs qui en fait avaient dit voilà, nous ne pouvons pas continuer à soutenir une campagne dans ces conditions. Effectivement, ça c'est le grand thème du jour, hein, l'argent justement. Alors en quoi l'argent dans les campagnes américaines est important et surtout de combien parle-t-on exactement ? Alors, c'est effectivement l'argent et le nerf de la guerre et c'est vrai que c'est finalement un petit peu triste de se dire que c'est finalement la désertion des donateurs qui a décidé Joe Biden, plus que les sondages, plus que les pressions en interne, de déserter parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas les moyens de mener campagne. Je vais vous donner un seul chiffre. La campagne présidentielle de 2020, la campagne présidentielle et législative de 2020 a coûté 14 milliards de dollars. Sur ces 14 milliards de dollars, 6 milliards ont été pour la présidence. À titre de comparaison, la dernière campagne présidentielle française a coûté 100 millions d'euros. Même rapporté à la population, c'est environ 12 à 15 fois plus aux États-Unis qu'en France. Donc ce sont des montants absolument gigantesques qui viennent à la fois de donateurs individuels, des petits donateurs, vous avez des gros donateurs qui ont un poids énorme, et puis vous avez également des organisations, des groupements, des lobbies, des groupes de pression en fait qui font énormément de pression. Ça a un impact très très fort sur les législateurs. Par exemple, l'industrie de la finance donne beaucoup aux démocrates qui bloquent toute
vraiment toute réforme demain, je dirais, des banques notamment. Et puis du côté républicain, en fait, il compte énormément sur l'argent des énergies fossiles ou sur l'argent des assurances santé, qui bloquent pour le coup toute réforme significative concernant l'environnement ou sur la santé. Donc on voit que ce poids de l'argent a des conséquences législatives et politiques extrêmement fortes. Je rajoute une chose, non seulement il y a de l'argent qui, je dirais, je vais dire pourri, en tout cas, qui compte énormément dans la politique pour les élections, mais pendant en fait les mandats des électeurs, vous avez un poids des lobbies extrêmement fort, des lobbies qui font des conventions, qui invitent des gens à déjeuner, qui vont dans les couloirs du Congrès et qui en fait font en permanence pression sur les législateurs pour voter ou ne pas voter telle loi. Donc vous avez un poids de l'argent très très fort avant et pendant les législatures. Alors un poids de l'argent très fort, justement, est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'il y a aussi peut-être de la transparence autour des personnes qui vont donner de l'argent au futur président ou à la future présidente? Ça a toujours été le cas, mais il y a eu une explosion en fait absolument folle depuis une vingtaine d'années. À titre d'exemple, la campagne de 2000 avait coûté 3 milliards de dollars contre 14 milliards en 2020. Il s'est passé quelque chose de très très important dans la démocratie américaine en 2010. En 2010, la Cour suprême a statué et elle a dit que finalement, donner de l'argent, c'était un moyen d'exprimer son droit à la libre expression, qui est vraiment sacro-saint aux États-Unis. Donc de toute façon, si une organisation ou un individu a envie de donner sans nécessairement déclarer qui il est et sans avoir de plafond à une cause précise, il peut le faire. Donc ça s'appelle Citizens United. Et donc c'est depuis 2010 que vous avez des organisations qui se sont créées pour donner en fait de l'argent. Et on ne sait pas d'où cet argent vient, qui le fait, à quelle cause ils sont nécessairement donnés. C'est ce qu'on appelle du dark money. Il y a 1 milliard de dollars qui ont été donnés en 2020. Encore une fois, vous aviez jusqu'en 2010 de la corruption, je dirais, organisée, plafonnée et qu'on pouvait tracer. Depuis 2010, vous avez aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus grave. Vous avez des sommes énormes qui sont déversées dans la démocratie américaine. On ne sait pas qui est derrière et pour quelle cause. Donc c'est extrêmement embêtant en termes démocratiques parce qu'on ne sait pas qui est derrière cet argent. Extrêmement embêtant. Est-ce que c'est un phénomène réversible, irréversible aux États-Unis ? Alors, je vous ai parlé de la Cour suprême. La Cour suprême en 2010, c'était une cour, je dirais, suprême de centre droit qui avait statué dans ce sens. Aujourd'hui, la Cour suprême est beaucoup plus à droite qu'elle n'était en 2010. C'est ce qui, à titre personnel, me rend extrêmement pessimiste sur le fait de pouvoir changer cela, parce que maintenant, il s'agit d'une histoire de liberté d'expression. Et puis maintenant, je dirais que le verre est dans le fruit. Les partis politiques se sont habitués finalement à ces mannes d'argent. Vous avez une seule candidate qui en a vraiment fait un thème très important qui s'appelle Elizabeth Warren en 2020 lors de la primaire démocrate, qui a estimé à l'époque que la seule façon pour un républicain ou pour un démocrate de véritablement faire passer des lois, c'était de se débarrasser de ça. Parce qu'elle estimait, à titre personnel, je pense qu'elle a raison, que tant que vous aurez ce type de poids de l'argent et des lobbies notamment, peu importe le candidat, il sera toujours bloqué dans ce qu'il pourra faire, c'est-à-dire à droite ou à gauche, parce que vous aurez en fait des donateurs qui imposeront ça. En termes démocratiques, c'est extrêmement embêtant et finalement, ça peut dissuader les gens d'aller voter et de se dire finalement, mon vote ne sert à rien parce qu'in fine, mon vote sera écrasé par ces organisations ou par ces riches donateurs qui vont écraser ce que moi je peux donner à titre individuel ou ce que mon vote peut faire. Et Donald Trump va bénéficier, on imagine bien aussi, de donateurs un peu obscurs. Alors il nous reste un petit peu de temps, Sébastien. Alors on parlait de cette convention démocrate. Donald Trump également était lui aussi de retour en Pennsylvanie ce week-end, État où il avait fait l'objet d'ailleurs d'une tentative d'assassinat. On en a parlé en juillet dernier. Sa stratégie aujourd'hui, on le dit, c'est de lancer des attaques personnelles contre Kamala Harris. Est-ce que ça va être sa stratégie jusqu'à novembre ? C'est sa stratégie. Vous savez, vous avez la parabole du scorpion qui monte sur une grenouille pour passer une rivière. Et en fait, la grenouille lui dit, mais enfin, pourquoi? Et donc, au milieu du gué, le scorpion pique la grenouille. Et la grenouille lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? On va mourir tous les deux. Pourquoi je vous dis ça? C'est que tous les conseillers aujourd'hui de Donald Trump lui disent, s'il te plaît, attaque Kamala Harris. Il y a suffisamment de quoi attaquer sur le bilan. Tu n'as rien à faire, en fait, tu n'as rien à gagner, je dirais, à faire des attaques personnelles. Sauf que Donald Trump est incapable de ça parce que c'est sa personnalité. Il le dit lui-même, il le dit, c'est toujours comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que je fais. Donc aujourd'hui, il a un axe, c'est attaquer Kamala Harris sur son sexe, sur sa race, sur son prénom, sur sa beauté. Il a dit hier en fait que lui était plus beau gosse que Kamala Harris. Et vous avez ces conseillers qui s'arrachent les cheveux et qui vraiment lui disent, mais vraiment concentre-toi sur le fond. On peut gagner cette élection sur le fond,
pas sur ce type d'attaque qui rebute les électeurs indépendants et qui risque de nous faire perdre l'élection. Et ce que énormément de gens rejettent chez Donald Trump, qui parfois aime sa politique mais ne supporte pas le personnage, mais il ne peut pas s'en empêcher. Eh oui, merci beaucoup Sébastien Lévy en tout cas pour ces informations. On continuera à suivre les derniers développements politiques aux États-Unis d'ici novembre. On sait que donc Donald Trump aussi s'exprimera sur l'économie ce lundi en Pennsylvanie, puis sur la criminalité, la sécurité nationale demain et après-demain dans le Michigan et en Caroline du Nord. Et puis au milieu de la semaine, il se rendra en Arizona, à la frontière avec le Mexique, pour parler d'immigration. Selon le Parti démocrate, au moins 50 000 personnes, délégués, bénévoles, partisans, sont attendus pour leur part à Chicago, 3e ville d'Amérique, pour une démonstration d'unité et d'enthousiasme jusqu'à jeudi soir. Vous restez